Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. Après 2 années d'Assemblée générale virtuelle et ou hybride pour cause de pandémie de Covid-19, l'ONU renoue avec la tradition de la grand-messe annuelle, avec la présence des grands de ce monde, chacun y allant de son couplet face au monde. Mais aujourd'hui, les divisions diplomatiquement masquées depuis des années apparaissent et éclatent au grand jour. En effet, peut-on vraiment encore parler d'un monde plus ou moins uni autour des grands enjeux planétaires quand 2 membres permanents du Conseil de sécurité sont absents en raison de profondes divergences avec le bloc occidental? Qu'est-ce que réellement cette Assemblée générale alors que Vladimir Poutine et Xi Jinping ne sont pas là, que le bloc occidental est fatigué, usé par une puissance américaine déclinante et une Europe tétanisée par une guerre sur son sol, et que des pays des autres continents représentés par l'Inde campent sur une position de neutralité mais restent préoccupés par le spectre de l'insécurité alimentaire et énergétique, qu'est donc cette Assemblée générale. Et précisément, concernant la guerre en Ukraine, 7 mois après son déclenchement, où en est-on? Ce sera l'objet de la seconde partie de cette émission avec une analyse des enjeux militaires entre vérité et désinformation et un retour sur la grande bascule géopolitique enclenchée ou plutôt déclenchée par ce conflit latent depuis plusieurs années et qui a fini par éclater. Avec nous pour discuter de ces 2 thèmes, Fouad Amour, bonjour. Bonjour, Aziz. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mondiapolis à Casablanca. Hassan Saoud, bonjour. Bonjour, Vous Aziz. êtes expert en stratégie et sécurité et on aura besoin aussi de votre expertise pour savoir ce qui se trame du côté est européen. Alors, on commence par la première partie, cette fameuse Assemblée générale de l'ONU, une Assemblée générale inédite, hors du commun, qui entérine et signe la fin d'un multilatéralisme certes chahuté, bousculé, incertain, mais multilatéralisme quand même. On y reviendra. Alors, question groupée. Je commence par vous, Fouad Amour. Les présidents chinois et russes, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ne se sont pas seulement absentés, mais ils ont quelque part boycotté l'Assemblée générale dans le sens où il n'y a pas eu de discours qui est lu. Le niveau de représentation a baissé. Alors, de quoi c'est le signe? Ça me rappelle quelque part la fameuse expression de Gaulle, le machin de New York. Est-ce que c'est devenu un machin ou alors c'est une Assemblée générale qui voudra dire quelque chose, sachant qu'il y a pas mal d'enjeux, le climat, l'immigration, la sécurité, etc. Effectivement, vous l'avez bien dit au niveau de votre introduction, c'est une Assemblée générale qui vient à un moment très particulier au niveau international. On a toujours le Covid ou la Covid qui est là avec ses conséquences. On a aussi les retombées de la guerre de l'Ukraine, russo-ukrainienne. On a des problèmes avec l'approvisionnement en termes alimentaires, énergétiques, etc. Mais surtout, c'est cette guerre russo-ukrainienne qui, effectivement, constitue l'un des points d'orgue de cette Assemblée. Peut-être même le point d'orgue. Le point d'orgue, par excellence, nous y reviendrons. Et puis, bien sûr, vous l'avez souligné à juste titre, les 2 grands représentants du Conseil de sécurité, 2 sur 5, brillent par leur absence. Et cela veut tout dire. Aujourd'hui, effectivement, cette Assemblée, met au défi l'Organisation des Nations Unies en tant que plateforme. Vous l'avez à juste titre rappelé, la grand-messe, effectivement, et c'en est le cas. Ce forum de débat a toujours été un moment où les différents pays exposent leurs priorités, leurs objectifs, ce qu'ils attendent des autres, etc. Mais plus que ça, le plus important, ce n'est pas l'Assemblée générale en tant que telle. C'est tout ce qui se passe à côté. C'est un peu ce qui se passe dans les coulisses. Et bien sûr, le Maroc, la délégation marocaine a déclaré urbi et orbi sa rencontre avec son homologue chinois. Et ça a été médiatisé, etc. Et cela veut dire beaucoup de choses à qui veut l'entendre. Les afters, ce qu'on appelle les afters, c'est-à-dire tout ce qui est coulisses, tout ce qui peut se passer, qui est plus intéressant que des discours donnés ici. Absolument. D'ailleurs, quand on voit un petit peu la salle de l'Assemblée générale, lorsque le président des États-Unis a pris la parole, on voyait une salle archi-comble. Par contre, lorsque les autres pays plus ou moins importants
ont pris la parole, on a vu que la salle était presque vide. Oui, ça veut dire une image prise derrière le président Macron. Oui. Il parlait. Derrière, il y avait la salle qui n'était pas très... Oui, bon, là, exactement. Et aujourd'hui, l'ONU, qu'est-ce qu'elle représente? Effectivement, l'ONU, il faut dire qu'il y a 3 composantes de l'ONU. Et pour comprendre un peu les enjeux, il y a l'Assemblée générale qui discute, qui débatte, etc. Et il y a le Conseil de sécurité qui... c'est là où tout se passe. Il suffit qu'un des membres émette son veto pour que les décisions qui ont été ou qui auraient été prises lors de l'Assemblée générale tombent à l'eau. Et puis, il y a toutes les organisations spécialisées. OMS, Organisation mondiale de santé, Organisation mondiale du commerce, FAO, etc. Fonds monétaire international, etc. Et aujourd'hui, il faut dire que ce qui se passe dans le cadre des organisations internationales, c'est le plus important, parce que c'est là où les décisions gravissimes sont prises. Alors, je retiens ce que vous avez dit, Fouad Amour, justement, que c'est là où tout se passe au Conseil de sécurité, et qu'il y a donc les 5 membres permanents sur 15 qui sont 10 qui ne sont pas permanents, 5 qui sont permanents, et les 5 permanents ont un droit de veto que le président Zelensky a demandé à retirer à la Russie. Nous y reviendrons. Alors, Hassan Saoud, machin l'ONU? Pas machin, sachant que même Modi, Narendra Modi n'était pas là, hein, mais bon, il n'est pas membre du Conseil de sécurité, enfin, pas membre permanent. Aspirant. Aspirant au Conseil de sécurité, ben oui, comme membre permanent. Avec 1,2 milliard de personnes. Moi, je vais édulcorer un peu le machin pour ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. C'est vrai qu'en ce qui concerne la conflictualité internationale, l'ONU n'a pas réussi à régler certains différends, qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient guerriers. Sur le plan de la migration, non plus, on n'a pas senti des réussites. Néanmoins, elle a déjà le mérite d'exister. Et il y a des composantes intéressantes. J'en citerai, à titre non limitatif évidemment, l'Organisation mondiale de la santé, toutes les opérations du maintien de la paix dans le monde, le Haut Comité des réfugiés, tout ce qui a trait, et vous l'avez rappelé, au climat, qui font un travail important. Donc, il y a des insuffisances qui sont remises en cause à chaque Assemblée générale, des dysfonctionnements, de la transparence, une demande de changement des modes de travaux au sein des commissions et tout ça. Mais elle fait ce qu'elle peut. C'est surtout ça, hein. Elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut. Parce que l'OMS, on a vu qu'elle a pataugé comme tout le monde. Le Haut Commissariat aux réfugiés, bon, il ne recense pas tout le monde, vous me voyez venir. Oui, voilà. Le pneu de développement, la FAO, la sécurité alimentaire. Et là, enfin, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer dans ce cadre international multilatéral qui a montré ses limites. Je suis d'accord avec vous. La nécessité de réforme, elle est posée à chaque fois. Maintenant, quels sont les sujets? À chaque Assemblée générale, on pose le problème, notamment du droit de veto. Sachez que les droits de veto que j'ai recensés, ils ont toujours été faits pour des causes injustes. Vous pouvez vérifier. Ah, je vous fais confiance parce que c'est très plausible. C'est ça. Je crois qu'il y en a eu beaucoup plus du côté de l'URSS Russie que du côté américain. En général, les Américains, côté américain aussi, en ce qui concerne la problématique israélo. Voilà. Au Moyen-Orient, ils utilisent beaucoup leur veto. Donc, c'est un privilège très discriminatoire qui demande à être revu. On a vu beaucoup évidemment de propositions concernant la mise en cause de ce veto quand il s'agit de crimes de masse ou de crimes contre l'humanité et tout ça. On l'a redit. Le président français l'a redit. Il a fait évidemment que répéter ce qu'a dit le président Hollande. Vous vous en rappelez. Et donc,
on pense aussi aux membres non permanents pour essayer d'élever d'abord la dimension des conseils de sécurité au lieu de 15 à 25. On va y arriver avec le président Macky Sall. Donc il y a des insuffisances. Il y a encore des choses à faire. Alors je voudrais revenir avec vous, Fouad Amour, sur cette fameuse réforme de l'ONU dont vous avez parlé tous les deux. On parle beaucoup de cette réforme de l'ONU, du droit de veto, d'élargir le Conseil de sécurité, de donner un peu plus de pouvoir à l'Assemblée générale, d'augmenter aussi un peu l'impact des organisations parallèles, enfin je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Alors est-ce que cette réforme maintenant, elle a des chances d'avoir lieu? Dans quelles conditions, dans quelles perspectives? Oui, effectivement, la nécessité d'une réforme de cette organisation n'est pas chose nouvelle. Depuis pratiquement les années 60-70, on commençait à en parler avec beaucoup de force. Mais aujourd'hui, il y a des prémices que cette revendication ferait son chemin vers la concrétisation. Comment ça? Parce qu'aujourd'hui, le bloc occidental n'agit plus en tant que force omniprésente, omnisciente, et seul. comme cela a été le cas jusqu'à un passé assez proche. Aujourd'hui, force est de constater que deux forces émergent avec force, et non seulement ce sont deux forces, mais ils commencent à se voir ralliés par énormément d'autres pays. Je parle essentiellement de la Chine d'un côté et de la Russie de l'autre, qui revendiquent une meilleure place au soleil en tant que bloc, pas en tant que pays. Et c'est ça ce qui est nouveau aujourd'hui. Et la Chine a montré depuis l'avènement de Xi Jinping, a montré une volonté et avec les moyens de cette ambition, c'est-à-dire revendiquer le leadership mondial dans un avenir plus ou moins proche. Parallèlement et concomitamment, on a la Russie, avec son idéologie eurasiatique, une Russie, et d'ailleurs ça explique énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui, avec ce Conseil de coopération de Shanghai, on va y revenir, qui réunit un ensemble de pays de l'Asie centrale et qui pèse maintenant de plus en plus lourd sur le marché, enfin sur l'échiquier international. Une revendication d'abord qui va dans le sens d'un élargissement du Conseil de sécurité pour qu'il ne reste plus cantonné à 5 pays, avec une révision de ce qu'on appelle ce droit de veto, mais aussi, parallèlement, une meilleure représentativité de l'Afrique, nous y reviendrons, une revendication, jusqu'à quel point cette revendication est crédible, c'est une autre paire de manches. Mais effectivement, aujourd'hui, on discute cette réforme avec plus de détermination et plus de volonté qui réunit un certain nombre de pays dans cette perspective. En attendant cette réforme, Hassan Saoud, on voit un peu ces grandes bascules dont je parlais en introduction qui sont en train de s'opérer actuellement. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes face à une guerre froide d'un genre nouveau, puisque les États-Unis sont toujours là, mais c'est plus l'URSS, c'est plus la Russie, c'est plutôt la Chine qui se pose en alternative crédible des Américains, que nous ne sommes plus dans un antagonisme idéologique d'importance, puisque ce sont des économies libérales, bien entendu, avec un parti communiste en Chine. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes face à une guerre froide maintenant, sachant que la Chine réclame et revendique son rôle de leadership? Elle l'a dit encore dernièrement à Samarcande. Tout à fait. Il l'a dit au G20, il l'a dit un peu partout. Je reviens sur l'absence de ces deux leaders dont vous avez parlé. Autant j'ai compris l'absence du président de la Fédération de Russie, autant je me pose la question sur celle du président chinois, mais aussi du Premier ministre Modi, qui était, je le rappelle, présents tous dans l'organisation de la coopération de Shanghai il y a quelque temps. La semaine dernière. Et ça veut dire aussi que on est en train, dans des balbutiements de recherche d'un nouvel ordre mondial et on tâtonne. Des anciens empires qui se rencontrent,
cette organisation. Là, on est en train de voir dans l'Indo-Pacifique également des alliances d'ici et là. Mais est-ce que c'est une guerre froide? Je rappelle qu'on était dans un monde bipolaire qui a évolué avec évidemment la désagrégation de l'URSS, et on est passé dans une séquence unipolaire qu'il faut rappeler. L'hyperpuissance américaine. dont peut-être nous sommes en train de vivre les conséquences, notamment dans ce conflit russo-ukrainien. Je dirais, comme beaucoup le pensent, que ce n'est pas une guerre froide. On parle maintenant de paix chaude, tellement il y a des points géographiques de conflictualité un peu partout, soit engrangés par la Russie, soit par ailleurs. Il y a aussi le problème de dans la péninsule Indo-Pacifique, qui est important, c'est le centre du monde en ce moment. Et donc, froide, je ne pense pas, mais il y a la volonté de certains États, et non des moindres, nous allons y revenir, la puissance économique de la Chine, son rayonnement. Alors, on va revenir justement sur l'Inde qui semble vous passionner. Les routes de la soie, il ne faut pas les oublier, qui est un projet mondial structurant important. Donc, il y a cette fois, tout en notant, et c'est mon dernier point, que le leadership dans ce bloc-là échappe à la Russie. Et la Chine est incontestablement maintenant détentrice de leadership dans ce groupe, si ce groupe devait... Oui, ce qu'on sait moins, justement, c'est que, c'est étonnant quand on apprend ça, c'est que le PIB de la Russie est de 1400 à 1500 milliards, c'est-à-dire à peu près le même PIB que l'Espagne. Donc c'est la puissance militaire, alors que la Chine est à peu près à 15 000 à 16 000 milliards de dollars. Alors, Fouad Amour, on reste sur cette logique de guerre froide, avec nous, contre nous finalement, et c'est la question que je vous pose, d'Emmanuel Macron, quand il a sermonné les pays neutres, en disant que, bon, ben voilà, vous n'avez pas voté contre la Russie, et donc est-ce que c'est une variante de la part du président français, et donc du bloc occidental, du fameux et de funeste mémoire de « avec nous ou contre nous » qui avait été dit en 2003? Oui, au risque de choquer certains, je crois que la prestation de Macron lors de cette 77e session de l'Assemblée générale, une intervention assez arrogante, donneuse de leçons. Quand il parle d'impérialisme, de nouveau colonialisme. Mais quid de l'ancien impérialisme? Quid de la présence de la France au niveau surtout africain? Aujourd'hui même, comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, en 2022, 12 pays continuent à être pris dans cette trappe du franc CFA? Même la France n'applique plus, ne fonctionne plus avec le franc. Et sachant que cela veut dire 12 pays qui sont dans l'obligation de déposer 50% de leurs réserves en devises auprès de la Banque centrale française. Et surtout qui pâtissent des évolutions monétaires. Dans cette même veine, comment peut-on expliquer la situation catastrophique du Mali, alors que le Mali est un des top 10 pays qui produisent de l'or dans le monde? On parle de 50 à 60, 70 000. C'est moins important que l'uranium nigérien. Oui, bien sûr. Mais parmi les 10 pays producteurs d'or et parmi les 10 derniers pays en termes de développement, c'est une aberration. Et je peux multiplier les exemples, etc. Alors, appeler, exhorter les pays en développement à prendre position par rapport à une guerre à l'égard de laquelle ils ne se sentent pas très impliqués. On reviendra justement sur l'Afrique avec la déclaration du président Macky Sall. Oui. Alors, Hassan Saoud, on arrive à l'Inde. L'Inde, elle joue sa propre partition. L'Inde, c'est un continent, c'est un sous-continent, comme on l'appelle, c'est 1,2 milliard de personnes. Tantôt, il est dans le Quad, avec les États-Unis, le Japon et l'Australie. Tantôt, il est dans l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Tantôt, il prête assistance au président Poutine dans sa guerre. Tantôt, il lui dit, bon, c'est plus temps de faire la guerre. L'Inde, aujourd'hui, c'est quoi?
Pour rebondir, si vous permettez, Oui. en une seconde. Je vous demandais juste, tous les deux, d'être un peu plus succincts, parce que j'ai encore pas mal de questions pour faire le tour de la question. Absolument. Et après, on a l'Ukraine. Sur la condescendance du président français, c'est diplomatiquement incorrect. D'ailleurs, il avait parlé au moment où il visitait l'Afrique d'hypocrisie concernant justement cette thématique-là. Il y a des réflexes coloniaux qui de temps en temps apparaissent. Mais, réminiscence coloniale, on va dire. C'est une réminiscence, exactement. Mais il faut comprendre que l'Afrique est adulte et qu'elle est temps qu'elle se prenne en charge, qu'elle ait confiance en elle-même. Une fois que j'ai dit ça, l'Inde, je rappelle que c'est quand même un des leaders du monde non aligné. Il faut le rappeler, il a toujours été un leader. L'Inde est une grande puissance. Par sa population, elle dépassera la Chine dans peu de temps. Elle sera le pays le plus peuplé. En population, je pense. Oui, en PIB. Non, en population, on est d'accord. Bien sûr, technologique. Il a un rôle important, mais je pense qu'il est installé maintenant dans ce qu'on appelle le multi-alignement. Ils ont inventé comme... Dans l'espace Indo-Pacifique, il a des problèmes avec la Chine. Quand vous regardez ce groupe de l'OCS, il y a un problème entre l'Inde et le Pakistan, entre l'Inde et la Chine. Il y a un problème entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il y a un problème entre le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Donc, et on essaie l'Inde sait que la géopolitique n'a jamais été une science exacte. Et elle s'aligne et s'adapte selon des intérêts changeants. Mmh. Avec donc, des relations très poussées avec le Golfe Persique, les pays absolument. Du Golfe. Elle détient aussi l'arme des céréales aussi, parce que c'est quand même un grand grenier dont elle use en Paris. Donc j'estime que c'est un pays qui prétend aussi à être parmi dans le GOTA des conseils des membres permanents du Conseil de sécurité à juste titre, au même titre que l'Afrique. Ce qu'on sait moins, Hassan Saoud, de l'Inde, c'est que quand vous prenez le top 20 des entreprises technologiques américaines, la moitié sont dirigées par des Indiens. Absolument. La moitié sont dirigées Ils ont par une des diaspora, absolument extraordinaire au niveau du soft power. Donc c'est un pays qui fait la politique de sa géographie et de ses moyens. Tout à fait. Alors revenons à l'Afrique. On parle du sous-continent indien. Là, on va parler du continent africain. Fouad Amour, le président Macky Sall, on l'a vu, on l'a entendu. Il est dans son rôle. Il défend l'Afrique. Il défend une meilleure présence de l'Afrique au G20, voire même une présence tout court. Et il défend une meilleure présence de l'Afrique, de l'Union africaine en tant qu'Union africaine au niveau du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est crédible de demander ça? Et est-ce que c'est le bon timing pour le demander aussi? Moi, vous avez effectivement prononcé le mot juste, la crédibilité. Quand on voit un petit peu l'état dans lequel se trouve le continent africain, force est de constater qu'il n'est pas à ses meilleurs jours. On voit une Afrique traversée par énormément de conflits, par des taux d'échange intracontinental très faible, l'un des taux les plus faibles comparé aux autres pays, énormément disons, une attitude, pour prendre un exemple très simple, le cas de la race en Afrique, à l'Union africaine, soi-disant un pays qui n'a pas les conditions d'un pays selon le droit international. Pourtant, on a réussi à l'introduire et maintenant on est dans la difficulté parce qu'on ne sait pas comment s'en débarrasser. La charte de l'Union africaine ne prévoit pas, etc. Donc comment peut-on donner du crédit à la position de Macky Sall, président de l'Union africaine, etc. Donc c'est une grande question, sachant que, effectivement, moi je crois que, pour revenir au discours de Macky Sall, je trouve qu'il est intéressant parce qu'effectivement, il n'a pas pris position par rapport à ce conflit
Par contre, il a montré que l'Afrique a des besoins et que la responsabilité de la communauté internationale, c'est d'être coopérative à ce niveau-là, parlant aussi des répercussions de ce conflit en termes disons, sécurité alimentaire, etc. Et on se rappelle que Macky Sall a fait le voyage. Il est parti avec à la Russie, avec le secrétaire. Voilà. Et dans ce sens-là, faut-il rappeler que le comportement occidental à l'égard disons, de l'approvisionnement alimentaire laisse beaucoup à désirer, puisque, d'après les dires de Poutine, sur 103 ou 104 bateaux, seuls 4% revient in fine aux pays dont le besoin. Donc, ça veut dire que les autres bateaux ont approvisionné surtout les pays développés. Peut-être qu'à malheur, quelque chose est bon. Parce que vous parlez tout à l'heure de la pseudo-race, vous parlez de l'organisation de l'Union africaine, vous parlez de tout ça. Oui, effectivement, peut-être que c'est le moment, c'est le déclencheur de faire les choses plus rapidement, d'être dans une réalité, dans un sérieux. Pour être pris au sérieux, il faut d'abord être sérieux. Évacuer ce qui doit être évacué, faire ce qui doit être fait et surtout travailler dans le respect. C'est ce qu'a essayé de faire le président Macky Sall, faire dans le respect des institutions et dans surtout le souci de développement incessant des populations. Mais pour ça, il faut être crédible et donc changer ce qu'il faut changer dans les chartes et dans tout ça. Avant de passer à la teneur du message délivré par notre chef de gouvernement, on va revenir un peu à ce qui nous concerne. On va prendre quelques instants de pause avant de nous retrouver et y aller. À tout. Allez, on démarre la deuxième partie du débrief. On parlait en première partie de l'Assemblée générale des Nations Unies avant de partir dans cette seconde partie à l'Ukraine. Mais on va continuer, on va déborder un petit peu sur la seconde partie pour l'Assemblée générale de l'ONU. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous en parlons avec Fouad Amour, professeur de relations internationales à l'Université Mondiapolis, et Hassan Saoud, expert en sécurité et stratégie. Hassan Saoud, précisément, vous êtes expert en sécurité et en stratégie, et vous êtes aussi officier supérieur de la gendarmerie royale. Quid de l'Iran? Vous savez très bien comment ça se passe, et des négociations qu'il y a autour de l'accord sur le nucléaire iranien, à l'aune de ce clivage dont on était en train de parler entre le bloc occidental et le tandem Russie-Chine, qui font partie de l'accord sur l'Iran, et donc actuellement c'est en train de partir un peu dans tous les sens. Voilà, vous voulez parler du fameux 5+1. 5+1, voilà. Sur l'Iran. Donc il faut rappeler rapidement que c'était un accord de 2015 qui a été interrompu après que le président des États-Unis l'avait quitté, et on est resté sur un... 2018, Donald Trump. 2018. Là, avec l'élection de Biden, on reprend. Sauf que nous sommes maintenant dans une situation assez délicate, compte tenu des revendications des uns et des autres. L'Agence internationale de l'énergie atomique a constaté quelques dysfonctionnements ou quelques problèmes avec le programme nucléaire iranien. Je le dis, le constat. Ils ont constaté que le taux d'enrichissement est 130 fois supérieur à ce qui était prescrit par l'accord. Sur à 60%. L'enrichissement à 60%. Une réserve qui est de 3809, je vous lis les chiffres actuels, kilogrammes, alors que normalement c'était 202 sur l'accord. Et ils ont 43 kilos d'uranium enrichi à 60%, et que le seuil de 90% est très proche. Alors qui c'est qui a dit ça? C'est l'agence internationale. Absolument. Donc ils disent ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont vu. D'accord, donc on peut considérer qu'il peut y avoir plus que ça. Parce qu'à un moment donné, ils avaient éteint les caméras sur certains sites et tout ça. D'accord. Donc là, l'Iran demande d'abord la fin, évidemment, du gel des avoirs et puis des garanties pour les États-Unis en cas où il y aurait une alternance dans les prochaines élections. Donc nous en sommes là. Il y a un blocage et puis la feuille que l'Iran a transmise aux États-Unis via l'Europe
il n'a pas encore donné de réponse, mais les Européens pensent que, comme engagement, ce n'est pas suffisant. Donc on en est là. Il y a, avec un rôle particulier de la Russie, avec un rôle particulier de la Chine, qui vient de signer un accord de 25 ans. Absolument. Voilà, avec Ibrahim Raïssi, le président iranien, qui était à l'OCS la semaine dernière. Oui, il était à l'OCS, justement. Donc on voit un peu les choses pas particulièrement rassurantes. Je pense qu'on est encore loin, même s'il y a du pessimisme côté Vienne, même s'il y a de l'optimisme, côté Vienne, nous sommes dans des tractations qui sont difficiles. Très bien. Alors, revenons un peu à nos moutons, Fouad Amour, si vous permettez. Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement marocain, représentez le Maroc. Il a délivré un message. Oui, je vous laisse le commenter. Oui, moi je crois que ce message était intelligent, au sens où il y a du dit et du non-dit. On a zappé toute la question conflit russo-ukrainien, etc. C'est pas... Mais on a mis en avant la question qui nous préoccupe, notre cause nationale, la question du Sahara marocain, en montrant d'abord que, rappelant avec des couacs, que le Maroc a, depuis 2007, a présenté son plan d'autonomie, un plan crédible, pratique, réaliste, etc., etc. Et plus que ça, depuis, on a assisté à l'adhésion d'un grand nombre de pays qui ont même ouvert des consulats dans les provinces marocaines du Sud. Ensuite, ce discours a rappelé aussi la décision du Conseil de sécurité 2602, la nécessité d'organiser des tables rondes avec la participation de l'Algérie, qui reste très en dehors de tout cela. Mais bon, elle avait refusé nettement, carrément. Elle avait rejeté en menaçant la communauté internationale d'une déflagration régionale. Et on a rappelé aussi dans ce discours ce qui se passe à Tindouf, etc. Bon, des séquestrés, des gens qui n'ont pas la liberté, et surtout l'impossibilité à des organisations internationales, la Croix-Rouge en l'occurrence, de faire un recensement de tout cela, alors qu'on sait que cette population est composée à hauteur de 2% de Sahraouis. Ça veut dire, et ça c'est de sources bien informées. Et puis on a aussi exhorté la communauté internationale à adhérer à la cause marocaine, cause juste d'ailleurs. D'ailleurs, je voudrais rappeler rapidement que dans le cadre de cette session, on a assisté à deux récits. Un récit du Nord, un récit occidental qui veut perpétuer cette un peu omniscience, mais un discours des pays africains qui mettent l'accent sur ce qui préoccupe l'Afrique. Donc ce sont deux discours, et pour, je crois, la première fois, ou l'une des rares fois, où il y a effectivement deux grandes catégories de discours qui sont presque situés, deux discours situés l'un à l'antipode de l'autre. Les pays africains, jusqu'à preuve du contraire, s'émancipent ou qui affichent une volonté d'émancipation, montrent un certain désintérêt. D'ailleurs, lors des dernières, lors d'un des sommets de l'ONU, 35 pays par le monde se sont abstenus de voter pour condamner la Russie, etc. C'est-à-dire la moitié du monde, la moitié de la population mondiale est restée, réticente par rapport à ce qui se passe. Cela veut dire beaucoup de choses. On va y arriver donc en dernière question. Cette dernière question que je vous pose aussi à Hassan Saoud, mais vous réagissez si vous voulez sur la prise de parole de Aziz Akhannouch. Donc finalement, on se retrouve, comme le disait le professeur Amour, finalement, il y a deux discours. Et finalement, il y a ça ne l'avait peut-être pas dit, on est sur une AG proprement historique. Parce que là, on assiste véritablement à une fragmentation, à une fracture qu'il y a. Une Amérique, donc, on l'a dit, on l'a redit dans son complexe de Thucydide, donc avec les autres les Chinois qui sont en train d'arriver. L'Amérique qui se retrouve en tant que leader à son corps défendant. Elle ne voulait pas être le gendarme, mais à son corps défendant, elle se retrouve gendarme de l'Europe, du moins, avec donc l'Occident qui s'affaiblit, en même temps que l'Asie est en train de monter, de prendre assurance en elle-même, avec des richesses claires. Une Afrique qui est en train de s'émanciper. Donc, est-ce que tout ça, finalement, ça ne va pas changer le monde d'une manière claire dans les rapports qu'a le Nord avec le Sud ?
c'est une certitude Dans les années à venir, bien qu'il entendu. qu'il y a une fragmentation maintenant, qu'il y a des éveils de puissances régionales qui ont envie de se faire entendre par rapport à un système installé, occidental installé, les États-Unis évidemment, mais une Europe qui vieillit. Une On Europe appelle le vieux qui est- continent, d'ailleurs. Oui, une Europe qui vieillit, qui est un continent riche, opulent, mais qui n'a aucune capacité d'agir sur la géopolitique mondiale. Regardez la conflictualité Passif. là où il est. Totalement passif. L'Europe n'a pas d'empreinte sur certains conflits. Donc il y a ce recul-là. Maintenant, Ils ont le verbe, quand même. oui, mais on voit maintenant ce réveil de l'Europe et ce réveil de l'OTAN qui a été généré par la crise russo-ukrainienne avec des risques de fracturation au sein même des sociétés européennes, avec en ligne de mire l'arrivée des partis politiques de droite et qui sont assez cléments avec la Russie. Oui, Donc, tout à fait. le centre du monde, c'est l'espace Indo-Pacifique. 42% du PIB, une population mondiale importante, un rôle important dans la sécurité énergétique, alimentaire et tout ça, avec évidemment subliminalement une conflictualité latente entre la Chine et ses voisins sur certaines îles et dont évidemment profite la Chine en tant que membre permanent du Conseil de sécurité pour des vétos concernant certaines îles revendiquées par ses voisins. Donc, est-ce qu'on tend vers un monde apolaire? Beaucoup le pensent. Apolaire dans le sens où il n'y a pas de pôle. Ouais, il n'y a pas de pôle, il y a un éclatement des alliances et il y a des difficultés parce que des alliances, il faut qu'elles soient fortes et qu'elles pèsent. Et il y a beaucoup il y a ceux qui pensent que si le multilatéralisme nouveau qu'on veut construire ne se construit pas, eh bien, on va être dans un monde apolaire, comme certains l'appellent zéro polaire. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas de leadership quelque part et il n'y aura pas d'ensemble consistant pour essayer de contrecarrer ce déjà existant. Alors, apolaire, Fouad Amour, ou véritablement multipolaire. Peut-être. C'est-à-dire les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre. La Russie est affaiblie pour l'instant. Oui. Peut-être l'Inde qui est en train d'émerger en tant que puissance globale. Et puis les puissances, l'Europe, pas oublier l'Europe quand même. Et puis les puissances régionales émergentes. Des hégémons régionaux. Voilà, qui sont en train d'apparaître un peu partout. Et alors, est-ce que c'est ce monde-là qui se dessine et qui n'est pas porteur finalement de conflictualité latente? Parce qu'on voit par exemple à l'Afrique qui nous concerne, vous avez tout ce monde-là qui est là. Les grandes puissances, les puissances moyennes, tout le monde arrive. Est-ce qu'on n'est pas sur un danger de conflictualité une fois que l'affaire ukrainienne aura été réglée? Oui. Moi, je crois que ce qui s'inscrit en filigrane aujourd'hui sur l'échiquier international, c'est la constitution de au moins trois blocs. Trois blocs, le bloc russe d'un côté, eurasiatique bien entendu, le bloc chinois et le bloc occidental. Le monde de demain, très probablement, sera multipolaire. Et d'ailleurs, aussi bien la Chine que la Russie n'entendent nullement s'emparer d'un monde pour en constituer un monde unipolaire. Ça, c'est aussi... Et c'est ce qui est un peu... un monde éclaté me semble difficile. Et j'en veux pour preuve... Est-ce qu'une Russie affaiblie réussira à créer un pôle? Oui, affaiblie, mais il ne faut pas oublier que la Russie, c'est un continent à lui seul, ou à elle seule, qui se situe sur... et le continent européen et le continent asiatique, c'est le pays le plus large du monde, avec comme idéologie l'euro-asiatisme. Et l'euro-asiatisme, ou l'Europe et l'Asie, c'est une idéologie identitaire très importante aujourd'hui, une idéologie avec comme leader un certain Alexandre Dugin, qui... renvoie dos à dos à la fois le libéralisme et le communisme, et c'est une idéologie qui est
tout à fait, qui Dugin reçoit ou l'adhésion. Dugin, vous voulez parler Dugin, d'accord. Oui, Alexander Dugin, qui est... Dont la fille vient d'être tuée dans une explosion. Non, il est toujours en vie. La fille. Ah, la fille, oui, la fille. Oui. C'était lui qui était visé d'ailleurs. Oui, c'est lui qui était visé, etc. C'est une figure très emblématique et très influente. Et les stratèges disent pratiquement que c'est un peu la voie de son maître, où il influence énormément disons, la politique, la stratégie de Poutine. C'est cette idéologie qui veut se situer à l'antipode des valeurs soi-disant occidentales. C'est le retour des valeurs de la famille, de la Oumma, c'est le retour d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, vous avez cité, c'est Aziz tout à l'heure, le fait que le produit intérieur brut de la Russie équivaut au produit intérieur brut de l'Espagne. Je crois que c'est un indicateur qui ne dit pas grand-chose quand on voit un petit peu ce que incarne le sous-sol, les potentialités de la Russie en termes humains, en termes énergétiques, je vois ce que vous voulez dire, etc. Mais pour l'instant... Oui, pour l'instant, moi je crois que c'est des indicateurs, des paramètres qu'il faut prendre avec énormément de prudence. Alors Ils ont un potentiel de croissance qui est absolument faramineux, c'est vrai. Mais bon, maintenant, il faut force est de croire qu'avec les sanctions, ils sont très sérieusement écornés, très sérieusement affectés. Pour remettre en place un tissu industriel, une machine, un appareil industriel, ça n'a pas été fait sur les 20 dernières années. On ne juge pas, on constate. Ça n'a pas été fait durant les dernières années, quand la Russie était dans sa puissance. Absolument. Mais pour autant, et là où je vous rejoins, Fouad Amour, c'est que la puissance russe, ce n'est pas une puissance économique. Elle ne se déploie pas par l'économie, elle ne se déploie pas par l'influence diplomatique, elle se déploie par la force. On la voit en Afrique surtout, c'est la force militaire. On la voit, on l'a vu en Syrie. Donc quelque part, mais tout ça s'est affaibli maintenant. Oui. Et puis par rapport à ce bloc, il y a le bloc chinois, qui est un bloc. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Je suis obligé on va passer à l'Ukraine. Donc cette guerre en Ukraine qui semble s'enliser, avec la Russie qui domine, d'accord, mais qui par moments recule, et c'est l'actualité, qui affiche aujourd'hui des faiblesses qui sont assez importantes, et ces faiblesses sont montrées par cet ordre de mobilisation partielle, ils ont beaucoup insisté, partielle, qu'a lancé le président Poutine en milieu de semaine, et avec la tentative de création de fait accompli des fameux référendums. Bien, alors, colonel Hassan Saoud. Oui, nous avons sur le terrain. Oui, nous avons dit beaucoup de choses et leur contraire. On n'est pas obligé de croire les Occidentaux. Non, la réalité, c'est qu'on ne regarde pas que les Occidentaux dans notre métier. On recoupe, on fait. La vérité, c'est qu'il y a un tournant en défaveur de la Russie. Il ne faut pas il y a. En défaveur. Ah, c'est certain. D'abord, le fait qu'elle ait résisté pendant 7 mois, c'est déjà une victoire. C'est vrai, ce qu'on appelait le rouleau compresseur russe n'a rien compressé. Ensuite, alors qu'on était parti pour 8 jours. Et puis, il y a un regain de territoire, aussi bien à l'est, dans la frontière russe vers Kharkiv, que vers Kherson. Là où il y a, à Kherson maintenant, il y a 20 000 soldats russes encerclés, coupés de leur logistique, qui peut venir du sud et qui peut venir et dans les ponts du Dniepr, qui est un fleuve important, sont coupés. Et avec à l'intérieur, et chose nouvelle, une résistance interne. Vous savez qu'on a empoisonné le gouverneur placé par les Russes, on a assassiné le procureur placé par les Russes, donc il y a une résistance. Tout ça fait que, valeur aujourd'hui, l'Ukraine mise sur Lysychansk et Severodonetsk. S'ils arrivent à y aller et s'ils arrivent à bousculer les unités russes qui sont dans Kherson, ça sera un autre tournant beaucoup plus grave et qui empêcherait, à mon humble avis, avant le 23 peut-être, la tenue d'un référendum dont vous venez parler. Sur la mer Noire, hier ou avant-hier, il y avait 4 sous-marins
à Sébastopol, en mer Noire, qui ont été déplacés par les Russes 300 km plus loin. Pour le protéger. Oui, parce qu'ils savent qu'ils sont à la portée, comme l'aéroport qui a été touché, ou le fameux croiseur qui a été touché en Crimée, et tout ça, donc ils le savent. Il y a une dynamique, certes, certaine chez les Ukrainiens. Maintenant, ce ne sont que des batailles. La guerre est longue, elle va durer, et évidemment, comme disait Bismarck, les Russes ne sont pas aussi forts qu'on les craint, mais ne sont pas aussi faibles qu'on l'espère. C'est joliment dit. C'est joliment dit, mais ce qu'on pourrait craindre, c'est que, contrairement à ce qu'a dit le prof, il a parlé de feu nucléaire en précisant que ce n'est pas du bluff. J'allais venir, si vous permettez. Rapidement, il y a son discours de 14 minutes où il a parlé justement de cette mobilisation partielle de 300 000 hommes qu'avait déclaré le ministre de la Défense. 300 000 hommes pour une perte de 6 000, il parle de 6 000 morts. Je pense que ce n'est pas vrai. On ne remplace pas 180 000 par 300 000. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché dans la communication. Les renseignements assez recoupés parlent entre morts et blessés d'au moins 60 000. Alors ils ont annoncé, je crois, ils ont reconnu 6 500, 6 000, voilà. 6 300. C'est un chiffre qui est fait par... Vous savez, la Russie, il garde encore ce réflexe stalinien. Un mort, c'est un fait divers. 100 morts, c'est une statistique. Oui. Donc, il y a une dynamique. On attendra. La mobilisation partielle de 300 000 morts est contestée. Il y a des manifestations, comme vous le savez, dans 38 villes. Et je ne sais pas quand sera l'issue, on suivra. Alors, Fouad Amour, on parle de ces référendums sans préjuger de leurs résultats qu'on pourrait attendre. Qu'est-ce qu'ils valent sur le plan du droit international? On se rappelle qu'il y a eu quelque chose comme ça aussi en Crimée. Oui, mais avant de parler de ça, je voudrais revenir un petit peu à cette guerre ukrainienne et rappeler ce que disaient deux grands stratèges. Le premier, c'est Brzezinski, grand monsieur qui a roulé, comme on dit, Jimmy Carter, conseiller de plusieurs présidents, qui a dit, ça fait une vingtaine d'années, attention, il ne faut pas badiner avec la Russie par rapport à l'Ukraine. Il a dit, attention, ça va être, si jamais l'OTAN ou si on essaie de se rapprocher des frontières ukrainiennes, ça va pas être facile. C'est une question civilisationnelle, c'est essentiel pour et je voudrais rappeler aussi ce que disait le 24 mai 2022 Henry Kissinger lors du forum de Davos. Il a dit l'Ukraine, il a dit, je reprends quasiment, je paraphrase ce qu'il a dit, attention, l'Ukraine, oui, il a dit l'Ukraine devrait céder une partie de ses territoires à la Russie, sinon celle-ci va se rallier à la Chine d'une manière permanente. Et ça, c'est l'une des obsessions de l'Occident, si jamais la Russie et la Chine venaient à constituer un seul bloc. Et là, je termine, je ferme la parenthèse pour revenir à votre question, si Aziz. Effectivement, lorsqu'on prend le droit international, un référendum, c'est d'abord un certain nombre de conditions sans lesquelles ce référendum n'a aucune espèce de crédibilité. Il faut que le pays soit libre, que les votants, les électeurs soient un peu dans une situation de liberté, d'expression, etc. Or, ces conditions ne sont pas, loin s'en faut, réunies pour le cas. Mais bien sûr, l'objectif de ce référendum, c'est que pour que la Russie gagne en légitimité, c'est une quête de légitimité de ce qui se passe. Parce qu'on peut toujours faire miroiter que les gens ont voté, sachant que cette région est peuplée essentiellement du russophile, de gens qui sont très proches de la Russie. Il y a de fortes probabilités, même si on ne falsifie pas ce référendum, il y a de très fortes probabilités, jusqu'à preuve du contraire, que les votants voteraient pour se rallier à la Russie. Justement, quand vous parlez
majorité russophile et russophone, en fait, c'est majorité russe, puisqu'on sait que le Donbass a été rattaché par Lénine dans les années 20, au début des années 20. C'était la Crimée. Voilà, c'était le Donbass, donc un peu plus la Crimée, pour industrialiser un peu l'Ukraine, qui était surtout agricole. Donc, quelque part, ils sont restés, c'est comme la Transnistrie en Moldavie, ce sont des Russes, et ça remonte à la grande histoire. Alors, si maintenant, vous avez encore 2 minutes, Hassan Saoud, est-ce qu'il faut craindre un très sérieux énervement poutinien, pas russe? Parce que quand on parle d'opinion publique, rapidement, excusez-moi, quand on parle de l'opinion publique, le référendum qui a été fait, c'est pour justement ramener l'opinion publique vers lui, le président russe, et qu'avec cet ordre de mobilisation partielle, d'accord, il y a un vent de contestation rapporté par les propres médias russes. Est-ce qu'il y a un danger d'embrasement dans la région? Vous savez, en 2 minutes. C'est une idée comme référendum, hein. Jamais un référendum n'a eu lieu en période de guerre dans un territoire qui n'a pas été occupé totalement par un pays ou qui n'a pas été récupéré par nous. Donc, quel était le but? D'ailleurs, ça a été fait dans la précipitation, alors que c'était prévu pour le mois de novembre. Reporté à plusieurs fois, mais c'était prévu pour le mois de novembre. Pourquoi? Il y a eu une demande des gouverneurs pour essayer de regagner la Russie qui a été avalisée, qui va passer par la Douma. C'est quoi? Dans le discours de Poutine, il y a l'intégrité territoriale. Une fois que le référendum, pour lui, dans son esprit, passera, ça sera un territoire russe. C'est faux. Un territoire, c'est une reconnaissance internationale. Donc, pour lui, c'est ça. Mais la menace nucléaire que vous dites, elle l'a dit en réponse, soi-disant, à l'OTAN, qui a dit qu'on a l'arme nucléaire et que lui, réponse du berger à la bergère. Je vous coupe, Hassan Saoud, vous qui connaissez bien ces questions. On en parlait tout à l'heure hors antenne. On a l'impression de galvauder un petit peu, de minimiser la question de « Oh non, c'est pas grave, c'est une arme nucléaire tactique ». C'est pas grave, c'est pas la grosse arme nucléaire, parce qu'on n'a pas et minimise pas dangereusement le danger. C'est pas vrai. Une arme, il y a une arme tactique, nucléaire tactique, et elle est 10 fois supérieure à ce qui s'est passé à Nagasaki. Et dans un champ de bataille, c'est l'arroseur arrosé. Personne n'y échappe. Ça, c'est tactique ou stratégique. Stratégique, nous sommes dans la langue portée. Mais la tactique est aussi pernicieux, aussi dangereux, avec beaucoup de dégâts collatéraux. Eh bien, on va rester sur ces paroles inquiétantes en espérant que les choses se passent d'une manière un peu plus rationnelle et raisonnable. Merci Hassan Saoud, merci Fouad Amour, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine.